Dans son cours au Collège de France en 72-73, Michel Foucault a dressé un portrait saisissant de la société française et plus généralement de la société occidentale contemporaine. En France, la répression s'intensifiait au lendemain des soulèvements des étudiants de mai 68. Le titre que Foucault donnera à son cours dit tout: la société punitive. 50 ans après cet avertissement, le professeur Didier Fassin ouvre son livre « Punir, une passion contemporaine » avec ces mots. La France traverse la période la plus répressive de son histoire récente en temps de paix. À l'époque, en 1973, aux États-Unis, où Foucault venait de visiter la prison d'Attica, l'emprisonnement commençait à croître de manière exponentielle pour concerner, 40 ans plus tard, en 2008, plus de 2,3 millions de personnes, soit 1% de la population adulte des États-Unis. Un adulte sur 31 aux États-Unis, soit 7,3 millions de personnes, était alors sous surveillance pénale, que ce soit en prison, en liberté conditionnelle ou surveillée. La situation était et demeure encore bien plus grave pour les Afro-Américains. Au début du XXIe siècle, un homme afro-américain sur 9, âgé de 20 à 34 ans, soit plus de 10% des hommes de cette tranche d'âge, se trouve derrière des barreaux. Ces politiques publiques ont été choisies délibérément. Il n'y a pas de loi naturelle de la détention, ni de loi durkheimienne de la peine, ni de peine évolutionniste naturelle. Toute cette incarcération a été fabriquée par les législateurs, les juges d'application des peines, les procureurs, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Cette courbe exponentielle a été créée de leurs propres mains par des hommes et des femmes. Ce que Foucault avait perçu en 1973, avant même l'apparition de ce monstre pénal, c'est que les sociétés occidentales sont régies par un paradigme de la punition. Pour Foucault, le châtiment ne devait pas être compris comme une réponse à la criminalité, mais plutôt comme le mécanisme par lequel les sociétés créent et maintiennent leur ordre social. Les tribunaux imposent des peines dans l'intention déclarée de lutter contre les illégalités, mais en réalité, les punitions infligées servent davantage à façonner, à structurer des hiérarchies sociales. Aux États-Unis, un ordre racial. Ce paradigme punition présente alors certains traits qui le caractérisent, du moins aux États-Unis. Les individus sont laissés à eux-mêmes, avec relativement peu de directives ou de soutien, et ce, jusqu'au moment où ils font quelque chose qui est perçu comme répréhensible, ou seulement parce qu'ils appartiennent à une minorité, et ils sont alors punis, le plus souvent sévèrement. Nous, citoyens des États-Unis d'Amérique, ne dépensons presque très peu d'argent pour l'éducation ou la formation professionnelle. Nous n'avons pas de très bons systèmes publics de santé pour l'accès à la santé mentale, pour l'accès au traitement de la toxicomanie. Presque tout est privatisé, les meilleures écoles et universités, les centres de traitement sophistiqués, les services de conseil. Les principales institutions publiques de santé mentale sont désormais les maisons d'arrêt. Le plus grand hôpital psychiatrique des États-Unis est la maison d'arrêt pour la ville de Chicago, dont le professeur Fassin parlait. Nous laissons les gens se débrouiller par eux-mêmes, payer eux-mêmes, s'endetter avec des prêts immobiliers, des prêts étudiants. Pour le dire plus directement, nous les laissons trouver leur voie, nous les laissons tranquilles. Laissez faire, jusqu'à ce qu'ils soient accusés d'avoir commis des actes incriminables, où on les suspecte de commettre ou d'avoir commis de tels actes, car ils sont noirs ou latinos. Et à ce moment-là, ils sont poursuivis. Et nous y mettons alors toutes nos forces. Nous sommes prêts à dépenser tout l'argent nécessaire pour les punir. Dans la ville de New York City, nous enfermons quelqu'un avant son procès, donc avant même qu'il ait été reconnu coupable d'un crime, pour un coût
de 556 000 $ par personne pour une année. Ce qui signifie que nous dépensons l'équivalent de plus d'1 demi-million d'euros par personne pour la détenir dans des conditions immondes à Rikers Island par an, pour une personne, plus d'1 demi-million d'euros. Mais nous ne dépenserions pas un centime pour ces personnes jusqu'à ce moment-là. Je vous assure, je n'exagère pas. Je peux vous en assurer par mes propres visites à un ami et client dans un centre public de traitement de la toxicomanie près de l'autoroute Van Wyck dans le Queens, que ces centres publics sont plus des marchés pour se procurer des drogues que des centres de traitement. La situation est d'autant plus grave que les personnes que nous punissons aux États-Unis sont, de manière disproportionnée, pauvres et de couleur. À Rikers Island, donc, la maison d'arrêt pour la ville de New York, au Bronx, seuls 5% des détenus sont blancs. Nous vivons donc, pour beaucoup d'entre nous, dans des sociétés gouvernées par ce paradigme de punition, laisser faire puis gouvernées par le pénal. Depuis des années, beaucoup de penseurs critiques cherchent une alternative à ce paradigme punition. Nous avons débattu et discuté d'un paradigme d'éducation, d'un paradigme de justice réparatrice ou encore d'un paradigme de justice transformatrice. Toutes ces alternatives sont, cependant, il me semble, inscrire dans le cadre d'un paradigme de coopération. C'est de ce paradigme coopératif dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Un nouveau paradigme qui, je le soutiens, pourrait créer un ordre social plus juste, fondé sur l'égalité et la solidarité des citoyens, le support et l'aide mutuelle, le respect et l'attention à l'égard des autres et de notre environnement. Une société fondée sur la coopération chercherait à mettre en place les mécanismes de soutien mutuel qui permettraient aux gens de s'épanouir plutôt que de s'égarer. Elle se préoccuperait des personnes dès le départ, au lieu d'investir en elles, ou plutôt d'investir dans la construction de prisons et le maintien des gardiens, uniquement lorsqu'ils sont punis. Ce paradigme coopératif ne pourrait être plus propice. Aujourd'hui, un mouvement abolitionniste est en plein essor aux États-Unis et dans le monde, qui plaide pour l'abolition des pratiques et des institutions pénales, notamment la police, les prisons, les services de protection de l'enfance, la détention des immigrés, la police des frontières. En fait, pour l'abolition de ce que Foucault a pu désigner comme la société punitive. Les nouveaux abolitionnistes, comme nous pourrions les appeler, nouveaux par rapport au mouvement antérieur pour l'abolition de l'esclavage, de ceux et celles qui étaient considérés comme étant des chattel property, ou bien pour l'abolition aussi de la peine de mort, les nouveaux abolitionnistes ont engagé des débats nationaux sur la question de savoir s'il fallait réformer ou au contraire abolir les institutions centrales de la procédure judiciaire pénale. Nous en avons déjà entendu dans le dernier cours du professeur Fassin. Aux États-Unis en particulier, depuis la fin des années 1980, avec l'émergence de Critical Resistance et d'autres mouvements, depuis leurs écrits sont de plus en plus nombreux et touchent un public de plus en plus large. Le recueil d'essais de Miriam Kaba, We Do This Till We Free Us, publié en mars 2021, a figuré en tête de la liste des best-sellers du New York Times pendant plusieurs semaines. Angela Davis et ses collègues viennent de faire paraître un nouveau livre remarquable, Abolition, Feminism Now, en 2023. Dorothy Roberts a proposé l'avant-propos de la prestigieuse Harvard Law Review en 2019 avec comme titre Abolition, Constitutionalism. Le travail de l'abolitionniste Ruth Wilson Gilmore est présenté dans les pages du New York Times Magazine. Le livre de Derecka Purnell, Becoming Abolitionists, est accueilli avec enthousiasme, tout comme le nouveau livre de Miriam Kaba et Kelly Hayes, Let This Radicalize You. Il y a une vague d'écrits abolitionnistes,
publiées dans des presses universitaires, dans des presses populaires, dans des revues et d'autres par d'autres. Alors ces écrits et ces organisations abolitionnistes ont, selon les termes d'Amna Akbar, catapulté l'abolition auprès du grand public et ébranlé les fondements intellectuels du discours réformateur. Et ceci non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Ils ont déclenché un mouvement mondial en faveur de Black Lives Matter et de Defund the Police, dont parlait Didier Fassin. Ils ont également eu un impact considérable sur l'opinion publique. Au plus fort des manifestations autour du meurtre par un policier de George Floyd en juillet 2020, un sondage Gallup a révélé que 33%, un tiers des personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans, et près d'un quart des Américains non blancs soutenaient l'idée d'abolir les services de police. De nombreuses personnes sont cependant, bien sûr, sceptiques. Beaucoup, y compris de nombreux penseurs progressistes, doutent que nous, militants et militantes pour l'abolition, puissions un jour dépasser le paradigme de la punition. Si même la droite extrême appelle aujourd'hui à abolir le FBI, la plupart des progressistes et la quasi-totalité des conservateurs s'y opposent. Beaucoup considèrent le débat naissant sur l'abolition comme une nuisance, ou pire, comme quelque chose qui creuse un fossé entre les progressistes. Beaucoup affirment que le mouvement pour l'abolition de la police va à l'encontre des objectifs communs des réformateurs et des abolitionnistes. L'ancien président Barack Obama, par exemple, a exprimé ce sentiment dans sa critique de l'idée de defund, de définancer la police. Il a dit « Vous avez perdu un large public la minute où vous avez dit cette expression, et ça rend beaucoup moins probable la réalisation des changements que vous souhaitez. » C'est une déclaration en décembre 2020. Le point, il dit, important est de décider si vous voulez faire avancer les choses ou si vous voulez vous faire sentir bien parmi les personnes avec lesquelles vous êtes déjà d'accord. Donc, de nombreux progressistes partagent ce sentiment. Ils craignent que les nouveaux mouvements en faveur de l'abolition soient une stratégie contre-productive qui ne pousse le pays dans une direction plus conservatrice, loin des réformes sociales productives. Certains penseurs radicaux s'opposent également à l'appel à l'abolition, qu'ils considèrent comme une forme d'identitarisme qui ne tiendrait pas suffisamment compte de la centralité de la lutte des classes. Mais loin d'être une nuisance ou une distraction, comme le suggèrent de nombreux progressistes, et loin d'être un phénomène subordonné, comme pourraient le suggérer certains marxistes, les nouveaux mouvements abolitionnistes de la prison, de la police, s'appuient sur une longue histoire de la pensée critique qui remet en question le paradigme de la punition et par conséquent constitue un développement extrêmement prometteur. Ils ont également été une force galvanisante du mouvement Black Lives Matter qui a contribué à la manifestation la plus importante et la plus diversifiée de l'histoire des États-Unis. Il constitue donc une puissante force de changement aujourd'hui, changement social, peut-être la force qui a le plus grand impact politique aux États-Unis et qui se manifeste désormais sur les campus universitaires, aujourd'hui dans les mouvements étudiants contre la guerre menée par l'Israël contre le Hamas au Gaza. Les nouveaux mouvements abolitionnistes et plus largement la critique du paradigme de la punition nous obligent à répondre à un défi central pour le libéralisme contemporain, à savoir les théories, institutions et pratiques pénales ont-elles pour fonction de réparer les préjudices associés à la criminalité ou, au contraire, servent-elles principalement à imposer un ordre social et racial à la société ? Il s'agit de savoir si le paradigme de la punition est une réponse aux crimes et aux déviations de la loi ou s'il constitue principalement un mode de gouverner qui produit des hiérarchies raciales, ethniques, de genre et d'autres. Dans sa forme la plus concrète,
Il s'agit de savoir s'il existe réellement une relation légitime entre crime et châtiment, le couple qui, depuis les Lumières et la théorie politique libérale moderne, est au cœur de l'imaginaire libéral occidental et fonde la démocratie libérale moderne occidentale. Alors ce défi, en fait, est un défi de longue date. Depuis plus d'un siècle, les penseurs critiques ont documenté la façon dont l'application du droit pénal sert plutôt et principalement de dispositif politique déployé par les groupes de pouvoir pour produire et reproduire les hiérarchies sociales et raciales. Plutôt que de maintenir un cadre neutre destiné à bénéficier à tous les citoyens, la loi et son application façonnent l'ordre racial, sexuel et de classe de la société. La punition n'est pas tellement une réponse à la criminalité, c'est un outil qui est aussi une arme, c'est une technique qui est aussi une tactique. Sans doute, l'arme et la tactique principale déployées pour produire et reproduire les hiérarchies sociales. La remise en question du paradigme de la punition projette cette approche critique dans le débat général. Et cette remise en question s'inscrit dans une longue tradition critique. Elle est de longue date. W.E.B. Du Bois est à l'origine de cette tradition critique. Dans son ouvrage pionnier « Black Reconstruction in America », 1860-1880, publié en 1935, Du Bois a démontré que l'application du droit pénal était un des principaux moyens utilisés pour réesclavagiser les femmes et les hommes noirs libérés après l'émancipation à la fin de la guerre civile en 1865. La mise en œuvre de codes noirs dans les anciens États confédérés, favorables à l'esclavage, qui imposaient de lourdes peines et des restrictions de travail aux hommes et aux femmes afro-américains, a donné naissance à de nouvelles pratiques punitives qui sont devenues de nouvelles formes d'esclavage. Le professeur Fassin avait mentionné convict leasing, ce qui était le bail, la vente, la location des bagnards. Aussi les prisons plantations qui représentaient le modèle de reprendre les anciennes plantations sudistes et de les tourner en prison. Comme écrit Du Bois, l'ensemble du système pénal en est venu à être utilisé comme une méthode pour maintenir les Noirs au travail et les intimider. C'était donc ce qui s'est passé après la Reconstruction, après ces 10 années de tentatives à avoir vraiment une reconstruction du Sud qui ont été abandonnées à peu près en 1876, avec le développement de tous ces mécanismes qui durent aujourd'hui aussi. Les prisons de plantation existent aujourd'hui encore en Mississippi, en Louisiana. En Louisiane, la prison pénitentiaire de plantation s'appelle Angola State Prison. Elle est sur 75 kilomètres carrés. C'est une plantation, c'est une ferme où travaillent majoritairement les détenus de couleur. Du droit de la propriété au droit pénal. L'application du droit pénal a vraiment remplacé le droit de la propriété comme principale stratégie pour perpétuer la suprématie blanche aux États-Unis. Le droit pénal, et c'est ce que Du Bois essayait de nous montrer, le droit pénal ne servait pas à réparer les préjudices des crimes, mais avant tout à imposer l'ordre social de la suprématie blanche. Du Bois l'avait mis en avant, écrivant « Dans aucune partie du monde moderne, il n'y a eu un trafic criminel aussi ouvert et conscient pour une dégradation délibérée de la vie sociale et un profit privé que dans le Sud depuis l'esclavage. » Il continue. Depuis 1876, les Noirs sont arrêtés à la moindre provocation et condamnés à de longues peines ou amendes qu'ils sont obligés d'exécuter. Le péonnage
donc le travail gratuit au profit d'un propriétaire, le péonnage des criminels qui en a résulté, s'est étendu à tous les États du Sud et a conduit aux situations les plus révoltantes. Parallèlement, l'application du droit pénal a été largement utilisée pour priver les hommes et les femmes noirs de leurs droits civiques et politiques, ce qu'on appelle aux États-Unis « felon disenfranchisement ». Du Bois a tracé la continuité entre l'esclavage et les sanctions pénales dans les années 1930, bien avant l'incarcération massive des Afro-Américains. Il a également mis en évidence la logique économique plus profonde qui sous-tend cette continuité. Ce qu'il appelle l'horrible système de convict leasing a permis à l'État de tirer profit de la criminalité, sans parler des vastes bénéfices réalisés par les entrepreneurs privés. Et grâce à de nouvelles pratiques punitives, le droit pénal a servi à transformer l'esclavage américain en un nouveau système de péonnage qui, dans de nombreux cas, a dépassé les horreurs de la période d'avant-guerre. À peu près à la même époque, un groupe de penseurs critiques, membres de l'école de Francfort, alors en exil à Columbia University, entreprit aussi de remettre en question le lien entre crime et châtiment. Dans leur livre fondateur, Punishment and Social Structure, publié en 1939, George Rush et Otto Kirchheimer ont passé en revue l'histoire des pratiques punitives occidentales depuis le XVIIe siècle et ont démontré leur interconnexion avec les besoins en main-d'œuvre des détenteurs du pouvoir. Rush et Kirchheimer ont montré comment les pratiques punitives servaient principalement à soutenir les régimes économiques. Les modes de punition sont principalement façonnés par le besoin de main-d'œuvre. Ils ont maintenu. Ils ont par exemple mis au jour des preuves que les peines telles que la transportation et les galères servaient avant tout à maintenir l'ancien régime. Ces preuves étaient cachées dans les lettres et les courriers officiels échangés entre la monarchie et les juges et procureurs. Voici une lettre. Sa Majesté ayant un besoin urgent d'hommes pour renforcer ses équipages de rameurs de galères, c'est un administrateur du roi au procureur général de Paris, une lettre datée du 21 février 1676. Sa Majesté ayant besoin urgent d'hommes, elle désire que vous fassiez en son nom les démarches nécessaires pour que les criminels soient jugés sans délai. Et en réponse à cette demande, le procureur général de Bordeaux répond « Vous serez heureux d'apprendre que la cour a 20 prisonniers qui seront enchaînés ensemble ce matin et renvoyés. » Rush et Kirchheimer ont ensuite minutieusement suivi la manière dont l'emprisonnement et le travail en prison ont été utilisés depuis la révolution industrielle pour aider à traiter les fluctuations de l'offre et de la demande de main-d'œuvre. Ils ont démontré comment les changements industriels ont fait de la prison la principale forme de punition au détriment des maisons de correction, et comment le transport a été utilisé plus tard pour gérer l'excès de main-d'œuvre et les besoins des nouvelles colonies. Thorsten Sallen a résumé leur argument principal. Fondamentalement, l'objectif de toute punition est la protection des valeurs sociales que le groupe social dominant d'un État considère comme bonnes pour la société. Rush et Kirchheimer se sont explicitement attaqués à la prétendue relation entre crime et châtiment. Leur objectif, écrivait-il, est de critiquer les voiles idéologiques et l'apparence juridique et les décrire dans leur relation réelle. Ils ont déclaré « Le lien, transparent ou non, qui est censé exister entre le crime et le châtiment empêche de comprendre ce que l'histoire des systèmes pénaux peut signifier. Il doit être rompu. Le châtiment n'est ni une simple conséquence du crime, ni l'envers du crime, ni un simple moyen déterminé par une fin à atteindre. La peine doit être comprise comme un phénomène social libéré à la fois de son concept juridique et de ses finalités sociales. »
En tant que phénomène social, Rush et Kirchheimer se sont principalement intéressés à la relation entre les pratiques punitives et l'offre de main-d'œuvre. Leurs travaux ont donné lieu à une multitude d'études scientifiques visant à déterminer si et comment les punitions sont façonnées par le système de production économique, ce qui est devenu, dans la littérature, l'hypothèse Rush et Kirchheimer. C'est précisément ce lien entre crime et châtiment qu'Angela Davis a voulu défaire, avant même qu'elle ne devienne fugitive en 1971. Dans son ouvrage brillant, dont le professeur Fassin nous a parlé, Are Prisons Obsolete?, Angela Davis souligne la nécessité de faire le travail idéologique qui consiste à rompre le lien conceptuel entre le crime et la punition. Si nous faisons cela, écrit-elle, nous reconnaîtrons que le châtiment ne découle pas du crime, comme dans la séquence nette et logique proposée par les discours qui insistent sur la justice de l'emprisonnement, mais que le châtiment, principalement par l'emprisonnement et parfois la mort, est lié au programme des politiciens, à la recherche du profit des entreprises et aux représentations du crime dans les médias. Le châtiment a sa propre logique, ses propres fonctions, distinctes du fait de réduire la criminalité. Le châtiment construit notre hiérarchie raciale et sociale. L'intervention d'Angela Davis s'est nourrie de sa propre expérience en tant que fugitive à l'égard de la loi et prisonnière politique, ainsi que de l'expérience d'autres membres des mouvements Black Panthers et Blank Liberation, de George Jackson et des autres frères de Soledad et d'autres prisonniers politiques. En 1971, déjà incarcérée à la maison d'arrêt de Marin County en Californie, Angela Davis dénonce le caractère politique de la prison. La prison est un élément clé de l'appareil coercitif qu'est l'État, elle écrit. La prison a, en fait, fonctionné comme un instrument de domination de classe, un moyen d'empêcher les démunis d'empiéter sur les nantis. Elle a souligné comment l'application du droit pénal était utilisée comme forme de contre-révolution, identifiant spécifiquement le système de fascisme préventif, comme l'avait appelé Herbert Marcuse, dans lequel le rôle des systèmes judiciaires et pénaux est très important. Elle décrit la police comme ce qui maintient un ordre social, racial, les tribunaux comme ce qui rend cela possible, la prison comme ce qui est l'outil ou le dispositif principal. Et les écrits et les discours de George Jackson aussi, d'Elridge Cleaver, de Bobby Seale et d'autres leaders du mouvement Black Panthers et du mouvement Black Liberation confirment la nature politique de l'application de la loi. Frantz Fanon, bien sûr, en France, en Algérie, en Tunisie, avait aussi développé une thèse similaire concernant le rôle de la police coloniale en tant qu'arme politique pour contrôler les populations vivant sous le régime colonial. Et de son côté, aux États-Unis, James Baldwin a aussi comparé le sort de Davis à celui de la femme qui se dirige vers Dachau, à celui de n'importe lequel de nos ancêtres enchaînés ensemble au nom de Jésus qui se dirige vers une terre chrétienne, des esclaves. Alors, c'est à peu près au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, que Catherine von Bülow, Daniel Defer, Michel Foucault, Jean Genet et d'autres remettent en question la peine. Ils écrivent « La mort de George Jackson n'est pas un accident de prison, c'est un assassinat politique. Et c'est ainsi que s'ouvre le tract Intolérable 3, l'assassinat de George Jackson par les membres du groupe d'information sur les prisons, publié le 10 novembre 1971. Dans un essai intitulé « L'assassinat masqué », Bülow, Defer et Foucault traitent la punition comme une guerre politique, non pas comme la conséquence d'un crime, mais plutôt comme une forme de guerre civile. Eux aussi déconstruisent la prétendue relation entre crime et châtiment. Et écrivant sur le sort de Jackson, qui avait passé plus de 10 ans en prison avant d'être abattu par un gardien de prison, Bülow, Defer et Foucault ont dénoncé le système pénal comme une guerre. J'ai passé, ils utilisent les mots de Jackson, j'ai passé 11 ans
de 18 à 29 ans en cage comme animal pour un crime qui aurait valu à tout autre 6 mois ou un sursis. 10 ans de prison, ils écrivent, pour $70. C'est une expérience politique, une expérience d'otage, une expérience de camp de concentration, une expérience de guerre de classe, une expérience de colonisé, ils écrivent. Et en référence au frère de Jackson, Jonathan Jackson, ils écrivent: celui-ci désignait la justice comme l'instrument avoué de la répression fasciste aux États-Unis, elle qui a livré avec ses juges blancs et ses jurés blancs aux matons sanguinaires des camps de concentration des centaines de milliers de détenus noirs. Quelques mois plus tard, dans ses leçons de théorie et institution pénale, Foucault développe ce qu'il appelle une théorie politique du droit pénal. À partir de janvier 1972, il démontre minutieusement au cours de 7 leçons comment le cardinal de Richelieu et son émissaire, le chancelier Séguier, ont réprimé la rébellion des Nu-Pieds en Normandie en 1639 grâce à un entrelacement stratégique de la sanction pénale et de la force militaire. La pénalité, il écrit, est de fond en comble politique. 1er mars 1972. La théorie politique du droit pénal de Foucault comporte plusieurs éléments dont le premier, le plus important, appelle à une déconstruction rigide de la relation supposée entre crime et châtiment. Et vous savez bien sûr que c'est là où commence en fait Surveiller et punir quelques années plus tard, avec une référence spécifique au grand livre de Rusch et Kirchheimer. Et comme vous savez, il écrit au début de Surveiller et punir: du grand livre de Rusch et Kirchheimer, on peut retenir un certain nombre de repères essentiels. Le premier, se défaire d'abord de l'illusion que la pénalité est avant tout, sinon exclusivement, une manière de réprimer les délits. Alors bien sûr, ce sont des écrits des années 1970. Il y avait aussi un mouvement abolitionniste. Le professeur Fassin a parlé du livre de Thomas Mathieson, publié en 1974, The Politics of Abolition. Mais c'est vraiment au début du XXIe siècle qu'il y a une résurgence de l'abolitionnisme, d'un nouvel abolitionnisme, et où les chercheurs abolitionnistes ont construit sur ces fondements et sur ce fondement de cette critique de la relation entre crime et châtiment, de nouveaux écrits, de nouvelles organisations pour mettre en évidence la nature politique de l'application de la loi et pour déconstruire la relation entre crime et châtiment. Dorothy Roberts, dans l'un des premiers articles abolitionnistes parus dans une revue juridique en 2007, part de ces mêmes fondements. Ce que nous appelons le système de justice pénale, elle écrit, n'a pas pour but de remédier à la criminalité, mais d'imposer un ordre social. N'est-ce pas ? On entend la même chose chez Dorothy Roberts que chez Rusch et Kirchheimer. Les institutions pénales, elle écrit, ont historiquement été des éléments clés de la politique sociale visant à gouverner les groupes sociaux marginaux. On entend la même chose dans le livre Golden Gulag de Ruth Wilson Gilmore, une grande abolitionniste, qui elle aussi se met immédiatement sur cette relation. On l'entend, relation entre de déconstruire le paradigme de la punition. Dans le livre de Michelle Alexander de 2010, The New Jim Crow, elle aussi, elle s'y met. Jonathan Simon, Governing Through Crime, 2007. On l'entend aussi chez Loïc Wacan très tôt, en 2000 par exemple, sur ce qu'il appelle les homologies structurelles et fonctionnelles entre les 4 institutions particulières. Vous vous rappelez peut-être, il essayait de mettre en homologie et en structure parallèle l'esclavage, Jim Crow, la ghettoisation urbaine et l'incarcération en masse racialisée, n'est-ce pas ? Du reste, Wacan lui-même remonte explicitement à Rusch et Kirchheimer, soulignant dans la marge. Il écrit « En cela, je suis George Rusch. La punition doit être comprise comme un phénomène social libéré à la fois de son concept juridique et de ses objectifs sociaux, c'est-à-dire de sa mission officielle de contrôle du crime, afin qu'elle puisse être
replacés dans le système complet de stratégie, y compris les politiques sociales visant à réguler les pauvres. Alors aujourd'hui, les écrits des nouveaux abolitionnistes, les plus récents, s'appuient sur cette tradition intellectuelle, mais la poursuivent un peu plus loin. Incités par les meurtres policiers et le mouvement Black Lives Matter, ces écrits déconstruisent davantage le lien déjà précaire entre crime et châtiment. Ils proposent une vision plus radicale de l'abolition qui cherche non seulement à défaire ce lien et à se débarrasser des institutions et des pratiques du complexe carcéral industriel, mais aussi à défaire le monde qui les rend possibles. On l'entend chez Mariame Kaba, on l'entend aussi bien chez Derecka Purnell, Brandon Hasbrook, dans Dennis Childs, qui essaye de montrer la façon dont il y a ces continuités du néo-esclavagisme depuis les chain gangs et les convict leasing jusqu'au complexe carcéral industriel. On l'entend aussi chez Sarah Haley dans son extraordinaire recherche historique No Mercy Here, Gender Punishment and the Making of Jim Crow Modernity. Il y a près de 100 ans, W.E.B. Du Bois qualifiait les pratiques punitives dans l'après-guerre de sécession de nouvelles formes de servitude. Aujourd'hui, son défi lance au paradigme de la punition atteint finalement un plus large public grâce aux nouveaux abolitionnistes. Et ces enjeux sont de la plus grande importance. Elles sont de la plus grande importance car ils mettent en cause la notion même de préjudice qui soutient le paradigme de la punition. Alors, le fait est que l'ordre social existant façonne nos conceptions même de préjudice et de violence qui sont au cœur de l'application de la loi. Il n'est pas possible de parler de préjudices sociaux dans le vide. Les préjudices sont eux-mêmes le produit de la condition sociale actuelle et de ses hiérarchies. En d'autres termes, la perception de dommages et de violences et de préjudices, le plus souvent associés à la criminalité, est déterminée par les relations de pouvoir dans la société. Il suffit de dire que les notions de préjudice et de violence sont inextricablement liées au contexte social. Il n'y a pas d'universalité en la matière. Alors, nombreux sont ceux qui croient instinctivement qu'il existe des méfaits universels qui traversent l'histoire de l'humanité, le meurtre, le viol, le vol. Et nombreux sont ceux qui affirment que ces méfaits ont été interdits tout au long de l'histoire de l'humanité, depuis les premières tablettes et les premiers commandements jusqu'aux codes pénaux napoléoniens et codes modernes et contemporains. La maxime « tu ne tueras point » est une maxime universelle, affirment de nombreuses personnes. Mais c'est beaucoup trop simpliste. Ce qui importe, ce ne sont pas les grandes catégories abstraites que sont, par exemple, le meurtre ou le viol, mais la manière dont ces interdictions sont interprétées et façonnées dans un ordre social. Les différentes définitions de viol, en d'autres termes, la manière dont le préjudice du viol a été défini à travers l'histoire, transforme radicalement l'interdiction. Pour le common law, le viol se limitait au viol par un étranger où la femme résistait physiquement jusqu'au bout. Le viol conjugal n'était pas considéré comme un viol. Le non-consentement n'était pas considéré comme viol. Il s'agissait d'un préjudice très différent, le produit de normes patriarcales que nous considérons aujourd'hui complètement dépassées aujourd'hui. Le fait que le parricide était l'une des infractions les plus graves du code napoléonien, où les définitions qui sont en train de changer, bien sûr, sur les meurtres dits justifiés de civils par la police, tout cela donne à l'homicide et aux préjudices qui lui sont associés des significations très différentes.
Parler du meurtre comme d'un mal universel, mais ignorer les façons sociales et historiques dont il est défini et poursuivi, c'est vraiment à côté du plus important. Nous devons accorder beaucoup plus d'attention à la manière dont les forces sociales et raciales façonnent les préjudices que la loi vise à traiter. Et lorsque nous le faisons, il devient clair que pour la grande majorité des forces de l'ordre contemporain, la très grande majorité, la perception des préjudices associés aux comportements illégaux, drogue, troubles de l'ordre public, résistance à l'arrestation, prostitution, vol, atteinte à la qualité de vie, homicide justifiable, que la perception de ces préjudices est fabriquée, ou plutôt distorted par la hiérarchie sociale, ainsi que par le genre, la sexualité, le patriarcat et bien d'autres choses encore. Nous avons tendance à réprimer la délinquance de rue, ce qu'on appelle street crime aux États-Unis, parce que nous la considérons comme plus nuisible que la délinquance en col blanc, compte tenu de la structure sociale, même si la délinquance en col blanc l'emporte largement sur la première en termes de coûts sociaux réels. Et nous le faisons pour faire respecter un ordre social, et aux États-Unis un ordre racial. La plupart des mesures que nous prenons en matière de police, nous les prenons en fonction de notre perception du préjudice causé. Mais cette perception de préjudice est le produit lui-même de l'ordre social existant. Une chose n'est pas perçue comme nuisible et n'appelle l'application de la loi que dans le cadre normatif d'une hiérarchie sociale. Le vol de biens privés n'est perçu comme nuisible et n'appelle une application de la loi que dans un ordre social qui repose sur la propriété privée, bien évidemment. La prostitution ne cause un préjudice identifiable que lorsque l'ordre moral privilégie les relations sexuelles non commerciales et consensuelles. Ce sont des truismes, mais ils ont des implications cruciales quand nous balayons constamment sous le tapis, à savoir que l'ordre social normatif détermine nos conceptions des préjudices aux fins d'une application de la loi. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas tout simplement mettre l'ordre social entre parenthèses ou essayer d'éliminer les inégalités raciales. Une fois que nous prenons au sérieux la remise en question du paradigme de la punition et que nous réalisons qu'elle implique que nos conceptions actuelles de préjudice sont inextricablement liées à l'ordre social actuel, la question qu'il faut se poser est la suivante. À quoi ressemblerait le monde s'il n'était pas défiguré par les injustices de race, de genre, de classe, de sexualité? Et la vérité, c'est que ce serait un monde entièrement différent. Un monde dans lequel chacun traiterait les autres avec la même dignité, le même respect, la même humanité. Un monde dans lequel chacun considérerait les autres comme de véritables égaux, comme les siens, comme des personnes dont il faut se soucier. Ce qui nous permet de tolérer les inégalités qui nous entourent n'est pas seulement une mauvaise intention, mais plutôt une inattention à l'égard de la vie des autres, de l'humanité des autres. Ce qui permet de dépasser à côté d'un sans-abri allongé sur le sol et mitouflé en hiver, c'est le fait qu'il n'est pas notre enfant, notre frère, notre proche, notre ami, qui n'est pas notre égal et qui ne mérite pas la dignité que nous accorderions à quelqu'un que nous respectons. Nous détournons le regard parce qu'il n'est pas des nôtres. Ils ne sont pas les nôtres. Ils ne sont pas pleinement humains. Parce que nous ne travaillons pas avec eux, nous ne mangeons pas avec eux, nous ne partageons pas avec eux. Imaginez un instant à quoi ressemblerait un monde où, au lieu d'avoir le réflexe de punir, nous aurions le réflexe de la coopération, à travers toutes les dimensions de nos vies, que ce soit de l'aide et du soutien, du logement, de la consommation, du travail.
Ce serait un monde où il n'y aurait pas d'écoles élites en centre-ville et d'écoles en difficulté dans les banlieues, où l'accès à des soins de santé de qualité ne serait pas différent entre le 16e arrondissement parisien et la Seine-Saint-Denis, où il n'y aurait pas à Chicago ou à New York des blocs à $1 million. Et ce n'est pas l'immobilier dont on parle, des millions de dollars, c'est les coûts pénitentiaires. Où nos tribunaux ne seraient pas remplis presque exclusivement d'accusés noirs ou bruns, où les jeunes hommes mexicains ou asiatiques ne seraient pas relégués à conduire des vélos électriques jusqu'aux petites heures du matin pour livrer des Uber Eats, Deliveroo ou Just Eats aux aisés, où les jeunes femmes de couleur auraient d'autres options que de faire le ménage chez les familles blanches. Les jeunes hommes noirs auraient plus de chances d'être employés qu'incarcérés, où les Pakistanais et les Haïtiens ne conduiraient pas des taxis mais siégeraient dans les conseils d'administration. Ce ne serait pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce ne serait pas un monde simplement débarrassé de race et d'ethnicité, ce serait un monde entièrement différent. De s'éloigner du paradigme de punition implique une société différente de la société punitive dans laquelle nous vivons. Et dans cette société différente, en quoi consisterait le préjudice ? Eh bien, le préjudice, lui aussi, serait complètement différent. Nos valeurs seraient différentes, tout comme nos conceptions du préjudice. Le préjudice pourrait consister à ne pas aider la personne en difficulté ou sans domicile fixe. Cela pourrait signifier ne pas trouver de travail pour la jeune femme qui fait la manche devant l'épicerie. Cela pourrait signifier ne pas offrir un apprentissage à une personne sans emploi. Cela pourrait signifier ne pas faire de bénévolat dans une garderie afin d'aider les mères qui travaillent. Imaginez à quel point nos compréhensions du préjudice seraient différentes dans un monde qui prendrait réellement en compte les relations de race, de genre, de pouvoir. En fait, ce que la société valoriserait est pratiquement inimaginable aujourd'hui. Nos valeurs et nos conceptions de préjudice seraient complètement différentes. La tâche consiste donc à imaginer malgré tout à quoi ressemblerait en pratique une société fondée sur la coopération plutôt que sur la punition, et comment elle affecterait nos conceptions de préjudice. Nous devons aborder les questions dans l'ordre inverse, non pas qu'est-ce qu'une police ou une pénalité juste, ou comment rectifier le paradigme de punition, mais plutôt à quoi ressemblerait une société fondée sur un paradigme de coopération. Il est essentiel de commencer au bon endroit et de poser la bonne question. Comme l'écrit Mariame Kaba dans We Do This Till We Free Us, l'enquête appropriée doit commencer, elle écrit, non pas par la question « qu'avons-nous maintenant et comment pouvons-nous l'améliorer ?» Demandons plutôt « que pouvons-nous imaginer et pour nous-mêmes et pour le monde ?» Si nous y parvenons, les possibilités illimitées d'un monde plus juste nous attendent. Dans une conférence donnée à Montréal en 1976, Michel Foucault a déclaré qu'il ne pouvait y avoir, il disait, de réforme de la prison sans la recherche d'une nouvelle société. Il ajouta qu'en essayant d'imaginer à quoi ressemblerait la punition dans cette nouvelle société, il ne fallait pas se demander quel concept de punition serait plus doux, acceptable ou efficace, mais plutôt soulever une question plus fondamentale et plus difficile. Il écrit « Il faut imaginer d'abord quelque chose de préalable et quelque chose qu'il est sans doute beaucoup plus difficile d'inventer, mais qu'il faut chercher, en dépit de tous les exemples désastreux que l'on peut avoir sous les yeux, à droite et à gauche, dans tous les sens du mot, droite et gauche. En dépit donc de cela, la question qu'il faut se poser, c'est ceci. Est-ce qu'on peut effectivement concevoir une société dans laquelle le pouvoir n'ait pas besoin d'illégalisme ? Voilà, c'est la question que j'aimerais que nous nous posions. Alors, j'aurais voulu discuter un modèle pour le paradigme de coopération avant de conclure. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Une petite vingtaine de minutes. Ok.
Alors, rapidement sur un paradigme de coopération, les nouveaux abolitionnistes proposent le modèle donc de la justice transformatrice, transformatrice dont vous avez parlé un peu à la fin, en contraste avec la justice réparative. Mariame Kaba en discute longuement les principes dans son nouveau livre. Et elle et d'autres, comme Allegra MacLeod, dont vous parliez, en relation de certaines pratiques et d'expériences. Ce qu'il récuse un peu de la justice réconciliatrice, c'est qu'il se trouve trop placé dans les systèmes pénaux actuels, qui sont des alternatives plus douces, souvent meilleures, mais qui fonctionnent à l'intérieur vraiment du paradigme de la punition. Il propose donc cette conception de la justice transformatrice comme étant quelque chose qui pourrait remplacer, transformer le paradigme de la punition lui-même. Elle décrit l'ambition, Kaba décrit l'ambition de la justice transformatrice comme l'effort de traiter la violence et le préjudice de manière à ne pas augmenter la violence ou les préjudices. Elle nous demande, elle dit, de réagir d'une manière qui ne dépend pas de l'État ou des services sociaux. La justice transformatrice, elle écrit, milite contre les dichotomies entre victimes et auteurs, car le monde est beaucoup plus complexe que cela. Ils ont mis en place ces efforts et ces modèles dans le contexte particulièrement dans un mouvement à Chicago, Black Youth Project 100, que Kaba décrit ainsi que Allegra MacLeod, où il y avait une allégation d'agression sexuelle dans laquelle la personne victime et la personne accusée faisaient partie du même mouvement de cette organisation Black Lives Matter. Dans ce cas-là, l'organisation n'a délibérément pas fait appel à la police ou à l'application du droit pénal, mais a créé son propre processus pour répondre à l'allégation. Elle a convoqué ce qu'elle a appelé un processus de responsabilisation communautaire, ce que MacLeod appelle un processus de justice transformatrice pour faire face aux préjudices subis. Le processus a commencé par un travail d'environ 15 mois, chaque partie travaillant avec une équipe de soutien distincte avant de déboucher sur une convocation. Et ce processus a réuni les deux parties ainsi que les facilitateurs de la justice transformatrice dans le but de traiter le préjudice allégué sans impliquer les forces de l'ordre. Ils ont ensuite élaboré de nouvelles méthodes pour gérer les incidents futurs en créant un conseil de guérison et de sécurité qui se réunirait chaque fois qu'il y aurait une allégation de mauvaise conduite. C'était un conseil qui était composé de 2 équipes, l'une axée sur la prévention, l'autre sur l'intervention, qui collaboraient pour répondre aux préjudices subis. Ils ont aussi créé un manuel, Stay Woke, Stay Whole, a Black Activist Manual, pour aider à prévenir et à traiter les préjudices futurs. Donc, il y a beaucoup de modèles pour comment essayer de transformer le paradigme en paradigme de justice transformative. Et il y a beaucoup d'efforts dans cette veine. Alors, pour conclure, remettre en question le lien entre crime et châtiment nous pousse donc à prendre conscience des implications plus larges d'un monde de respect mutuel et de coopération qui changerait fondamentalement notre façon de penser le préjudice, la victimisation, le crime. Une éthique de solidarité et de coopération remplacerait le paradigme punitif. La punition serait remplacée par une panoplie de mesures d'assistance, de bien-être, d'éducation, de soutien pour aider les individus à résoudre leurs problèmes qu'ils rencontrent. Ces mesures nous amèneraient au-delà des pratiques punitives.
Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une société fondée sur la coopération, lorsque quelqu'un s'écartera de la norme, les autres interpréteront cela comme un appel à l'assistance. De la même manière qu'un conjoint ou un parent essaye de comprendre ce que traverse leur amant ou leur enfant, les membres d'une société coopérative essaieraient de comprendre ce qui a entraîné la transgression de la norme et comment répondre au mieux aux besoins. Ils essaieraient d'aider la personne à comprendre ses actions et ce qu'elle doit faire pour atteindre ses objectifs. Lorsque nos proches s'emportent, nous disons souvent à juste titre qu'ils cherchent à attirer l'attention. Je pense que c'est ainsi que nous traiterions également les personnes qui adopteraient un comportement contraire aux normes dans des conditions de coopération et d'équité, comme si elles demandaient de l'aide, sciemment ou non. Dans ce cas, nous interviendrons pour aider l'individu à mieux comprendre sa situation, travailler avec lui pour identifier les problèmes qui l'ont conduit à agir de la sorte, si c'est le cas, et travailler ensemble pour résoudre ces problèmes. Nous nous engagerions à travailler avec la personne pour remettre sa vie sur un bon trajet, ainsi que pour la personne qui a été heurtée. Naturellement, nous ferions de même avec la personne affectée par ces actions. Nous essaierons d'aider tout le monde à guérir. Ce qui ressort clairement de tout cela, c'est qu'il faut un investissement et un engagement incroyable de notre part, un engagement en faveur du soutien mutuel pour mettre en place un paradigme de coopération. Nous devrions tous consacrer une partie de nos journées chaque jour à servir et à aider les autres. Ce serait comme participer à une coopérative où chacun devrait consacrer une partie de son temps et de son énergie chaque jour à prendre soin des autres et à les servir. Dans une société solidaire et coopérative, nous devrions investir les uns dans les autres, prendre soin les uns des autres, traiter les autres avec la même humanité et la même dignité. Cela nécessiterait certainement ce que Sheila Ben Habib appelle une transformation sociale fondamentale. Mais ces transformations ont eu lieu avec Hobbes et la théorie politique moderne. Ben Habib nous rappelle qu'une transformation capitale a eu lieu lorsque la bonne vie n'a plus été considérée comme la vie consistant à accomplir des actions justes et nobles, comme c'était le cas pour Aristote, ou comme la vie de vertu et de dévotion chrétienne, comme c'était le cas pour saint Augustin, mais plutôt lorsque la bonne vie a été définie comme la vie de satisfaction et de consommation individuelle. Elle écrit. Ben Habib fait référence à la façon dont la science moderne et la théorie politique ont donné naissance à une nouvelle façon de penser la société en termes plus individualistes. Une nouvelle vision de la science a permis aux modernes de réduire l'expérience humaine à la peur de la mort, puis de justifier un régime politique autoritaire. De la même manière, la vie de soins, de mutualité et de coopération exigerait un changement fondamental dans la vision et l'action politique, dans notre manière même d'être. Dans de nombreuses sociétés aujourd'hui, nous avons adopté une forme d'individualisme dans lequel le rapport principal de la réglementation gouvernementale est de punir. Il faut aujourd'hui remplacer cette logique par une logique de coopération. Elle vise à dépasser notre société punitive et à mettre en place des relations de coopération dans tous les aspects de notre vie, éducation et formation, travail et apprentissage, logement, alimentation, santé, finances, loisirs, aide et soutien. Et par un effet d'entraînement, nous pouvons espérer que la solidarité abolirait notre paradigme de la punition pour le remplacer par un paradigme de la coopération. Je vous remercie.